Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. De retour dans Punchline avec Julien Drey, Karim Zeribi, Alexandre Devecchio du Figaro et Joseph Massescaron qui est écrivain, essayiste. On va s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée nationale un tout petit instant. Il y a un certain nombre de nominations qui sont faites aujourd'hui, des votes d'ailleurs. Élodie Huchard, vous êtes sur place avec Noah Pradel. Des postes clés sont votés en ce moment même. Ça va donner le futur visage de l'Assemblée. Qui va diriger l'Assemblée nationale, Élodie ? Eh bien écoutez Laurence, ce qu'on voit depuis hier et aussi depuis ce matin, c'est qu'il y a presque autant d'alliances qu'il y a de postes à distribuer. On s'en rappelle, hier Sébastien Chenu, le candidat Rassemblement National pour la présidence de l'Assemblée, s'était désisté, permettant donc à la candidate de la majorité d'être élue dès le deuxième tour. Et là, on voit au gré des postes, des alliances qui se nouent. 6 vice-présidents ont été nommés, 2 pour la majorité, 2 pour le Rassemblement National, 2 pour la NUPS. Alors dans les rangs de l'extrême gauche, on monte au créneau, on explique que le Rassemblement National n'aurait pas dû avoir de vice-présidence et que donc le responsable serait la République en marche. Il faut quand même comprendre que le bureau de l'Assemblée nationale, évidemment, il doit représenter la diversité des groupes politiques et donc assez logiquement, le Rassemblement national récupère un certain nombre de postes clés. Et puis en ce moment, on procède au dépouillement pour les postes de questeurs. Alors je vous explique rapidement ce que c'est. Ce sont ceux en fait qui tiennent les cordons de la bourse. Ce sont des postes dont on ne parle pas beaucoup mais qui sont des postes très importants pour avoir de l'influence à l'Assemblée nationale. Et donc là, on a vu un accord entre La République en marche et les Républicains qui font un bulletin commun. Ils proposent 2 candidats de la majorité et Éric Ciotti qui du coup sauve son siège. Donc vous voyez, finalement, les alliances, elles sont extrêmement variées. Le but, on le voit là en l'occurrence, c'est de faire barrage aux extrêmes. La NUPS estime qu'elle est la grande perdante, que finalement ces postes ne représentent pas son influence au sein de l'Assemblée. Et puis surtout, demain, ça sera une journée très importante parce qu'on l'a dit beaucoup ces derniers jours, il va y avoir l'élection du président de la Commission des finances qui revient forcément à l'opposition. Éric Coquerel pour la NUPS, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Les deux sont en train de s'écharper. On regarde comment on peut nouer des alliances. Chaque vote compte et ça va permettre d'avoir aussi une nuit assez agitée pour les députés parce que vraiment chaque voix va compter. Il va falloir s'assurer du soutien de ces différents alliés parce qu'on le rappelle, tous ces votes sont à bulletin secret. Il est donc très facile de trahir ses promesses. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Effectivement, c'est très facile de trahir ses promesses. Alors là, c'est une phrase qu'on va graver dans le marbre de Punchline. Joseph Massescaron. Pour l'instant, la personne qui n'est pas encore arrivée à faire des alliances, c'est la Première ministre. C'est ça. C'est Madame Elisabeth Borne. Pour l'instant, elle cherche toujours l'alliance avec. Ça fait un petit peu politique politicienne, mais bon, on comprend que il y a la bagarre entre tous les partis d'opposition. Oui, ça c'est là pour le coup, c'est une politique normale. Ce qu'il y a, c'est que juste pour noter que le Rassemblement national se coule très très bien là-dedans. Mais vraiment parfaitement. C'est-à-dire, ils savent très bien les opportunités. Le fait que Sébastien Chenu se soit désisté, la manière dont il s'est désisté, montre qu'ils ont totalement, vraiment très très bien assimilé ce jeu de cuisine électorale. Alors, Julien Drey ? Non mais d'abord, j'ai l'impression que les médias découvrent ce que c'est que la nomination des présidents, des questeurs, etc. Ça a toujours donné lieu à des négociations. Excusez-moi, pendant 25 ans de vie parlementaire, j'ai assisté à ce moment-là. Alors soit c'était en interne des groupes, soit c'était entre les groupes. Mais et d'ailleurs les postes qui donnaient lieu à le plus de batailles, c'est pas ceux que vous notez, c'était ceux de la questure. Je peux vous dire que là, sur la questure, ça se battait sec. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais corriger une information. Parce que comme j'en ai un peu assez de la dictature intellectuelle de Jean-Luc Mélenchon sur les médias, ce qui s'est passé hier n'est pas du tout un accord. C'est-à-dire le retrait de Sébastien Chenu au deuxième tour n'est pas un accord. Pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Je rappelle la règle. La règle, c'est que vous avez vu l'élection d'Yael Braun-Pivet. La règle, c'est que vous avez il y a 2 tours où vous devez être élu à la majorité absolue. Et au 3e tour, c'est la majorité relative. Ils ont fait un premier tour où ils ont vu que de toute manière, ils n'avaient aucune chance d'être élus. Donc on pouvait effectivement faire un 2e tour qui recommençait le même vote. Mais c'est arrivé très souvent, j'ai assisté, où une fois qu'on avait établi le rapport de force au premier tour, on passait directement. Ça a permis de faire gagner 2 heures. Donc ça permet de faire gagner 2 heures, ça évite le travail, etc. Donc il n'y a pas eu du tout d'accord. J'ai lu, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ça marche bien. Maintenant je m'occupe de comment ça marche. Jean-Luc Mélenchon fait un tweet, c'est la preuve que machin, etc. Françoise de Gois relaye derrière en disant c'est la honte, etc. et tout. Et hop, la meute sur Internet se met en mouvement, c'est la preuve que... Non, excusez-moi, il n'y a pas de preuve de rien du tout. Voilà. Ils ont gagné 2 heures. Voilà, ils ont gagné 2 heures. Alors après, certainement, il y a des négociations, mais il y a une autre question qui est posée. C'est que le choix d'un certain nombre de candidats, si vous me permettez,
ça pose aussi des problèmes. Quand vous choisissez Éric Coquerel et que vous éliminez Valérie Rabault, qui elle faisait consensus, et ils sont passés en force pour imposer Éric Coquerel. Et quand vous avez ce jeune député qui s'appelle Boyard et qui dit, de toute manière, vous allez voir, quand M. Coquerel va arriver, il va aller à Bercy, il va ouvrir tous les dossiers fiscaux et vous allez voir ce qui va se passer, c'est clair que tout le monde se dit, mais où on va, quoi. Voilà. Et qui refuse de serrer la main aux élus du Rassemblement par ailleurs, national. en plus, bon, voilà, j'en dénommé rajoute, Boyard. Alexandre, peut-être un petit mot, et Karim, comme non, ça, moi, on joue le sujet politique et on avance. Je pense que le désistement de Sébastien Chenu, effectivement, n'est pas un accord, mais ça montre que la stratégie du RN est cohérente, qui veulent montrer qu'ils sont crédibles, sérieux, respectables, et ça fait avancer aussi leurs affaires. D'autant que l'enjeu maintenant, ça va être la présidence de la Commission des Finances, et effectivement, ça va être aussi une heure de vérité pour LR. Est-ce qu'ils décident de maintenir un cordon sanitaire qui apparaît de plus en plus absurde ou pas, d'autant que ce sera face à Éric Coquerel, dont même Julien Drey explique que voilà, ces méthodes sont un peu inquiétantes. Donc, soit il y a un accord pour le coup et ils évitent cette élection-là, soit il n'y a pas d'accord et ils le font gagner. Alors, ils éviteront l'opprobre médiatique, la colère de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que leurs électeurs leur en voudront peut-être parce que malgré tout, les électeurs de LR, quels qu'ils soient, même au centre droit, sont à mon avis plus proches de Jean-Philippe Tanguy du RN, qui en plus vient de chez Dupont-Aignan, que de Éric Coquerel. Et après, on parle de pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est important quand même qu'on ait une lisibilité aussi sur la répartition des fonctions qui sont importantes à l'Assemblée nationale. On a 2 vice-présidents RN sur 6, donc 2 NUPS et 2 LREM, Renaissance. Et on a, parmi les 3 questeurs, 2 de la majorité, Éric Ciotti, LR. Il n'y a quand même pas eu d'accord sur la présidence de l'Assemblée nationale, mais il y a quand même eu un accord et une discussion entre LR et le RN sur le retrait en termes de questeurs du RN et les 2 vice-présidences qui ont été accordées à ce parti. Donc là, il y a eu un accord entre LR et le RN, pas entre la majorité présidentielle et le RN, mais entre LR et le RN. Donc ça, c'est une réalité. Mais des tambouilles, il y en a toujours eu à l'Assemblée nationale. Et il y en aura d'autant plus aujourd'hui qu'il y a une pluralité qui est très forte. Ils sont obligés de discuter. C'est ça que souhaitent les Français. Mais c'est pas qu'ils le souhaitent ou pas, c'est que c'est inéluctable. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien se parler entre groupes politiques. Donc ils sont obligés quand même de se parler à un moment donné.